Aucun homme, plus qu'Adolf Hitler, ne porte la responsabilité de la Seconde Guerre mondiale. La guerre était son obsession. Il eut un jour ce mot, la paix prolongée pourrit les nations. Hitler ne dissimula jamais son but. Il le mit par écrit maintes fois et le rendit public dans maints discours. Il triompha parce que le monde se montra aveugle aux signaux qu'il lui lançait. À plusieurs reprises, Hitler aurait pu être stoppé dans son entreprise, d'abord par ses compatriotes, ensuite par les dirigeants des autres pays. Mais jusqu'en 1939, personne ne bougea et alors il était trop tard pour l'empêcher d'avancer sur le chemin de la guerre. La guerre de 1914-1918 s'est terminée par la reddition allemande en réponse à une offre de paix dans l'honneur formulée par les vainqueurs, la France, l'Angleterre et les États-Unis. L'année suivante, les gouvernements des puissances victorieuses, réunis dans la galerie des glaces du château de Versailles, se préparaient à rédiger un traité de paix. Mais chez les vainqueurs, l'opinion publique criait vengeance. L'Allemagne était responsable de la guerre, elle devait à ses vainqueurs sécurité et réparation. Elle fut dépouillée de son empire colonial, son armée réduite à 100 000 hommes, des morceaux de son territoire distribués à ses voisins. Elle fut condamnée à payer d'énormes sommes pour compenser les malheurs causés par son agression. Les plénipotentiaires allemands pensaient pouvoir négocier. En fait, ils furent sommés d'accepter dans les 8 jours, sinon c'était l'occupation militaire. Ils signèrent, mais tous les Allemands de tous bords, étaient remplis d'amertume. Versailles créait un ressentiment qui devait donner forme à la politique allemande pour les 20 années à venir. We felt in the German people that this treaty. On pensait que les Alliés nous traitaient comme ça parce qu'ils nous haïssaient. Parce qu'ils nous haïssaient profondément. Surtout les Français. Mais aussi un peu les Anglais et les Américains. And by the American people too. You feel so helpless. Nous étions seuls, désemparés, écrasés par les vainqueurs qui piétinaient des vaincus déjà si affaiblis. C'est une des raisons pour lesquelles plus tard, bien plus tard, nous nous sommes tournés vers Hitler qui nous offrait un autre avenir. 10 ans après Versailles. En 1929, un ancien caporal de la Reichswehr nommé Adolf Hitler, auteur en 1923 d'un putsch raté pour lequel il avait fait de la prison, Hitler profite d'une campagne contre les réparations pour se faire connaître de toute l'Allemagne. Les Allemands étaient obsédés par ce problème des réparations. Hitler n'eut aucun mal à les convaincre que l'ensemble des traités de paix les conduisait à la ruine. Nous devions payer jusqu'en 1983. C'était incroyable. Naturellement, on s'est dit tout de suite qu'il fallait arrêter de payer, arrêter définitivement. En vérité, c'est ce qui ne manqua pas d'arriver. Le problème des réparations
été progressivement, je disais, désamorcé par les accords Young et Dawes, qui étaient un rééchelonnement de la dette, et on était parfaitement conscient, je crois, au moment de la grande crise mondiale des années 30, que l'Allemagne ne paiera jamais. Et effectivement, je crois, l'Allemagne a finalement très peu payé. La misère était réelle. Mais dire que le traitement injuste, la punition démesurée infligée par les Alliés était la cause unique de la misère allemande était un mythe commode. La véritable cause en remonte à 1923. L'inflation galopante avait englouti les économies de millions d'Allemands de la classe moyenne. Là-dessus, la grande crise économique de 1929 frappe l'Allemagne de plein fouet. La croyance en la démocratie parlementaire s'effondre. C'est l'occasion rêvée pour Hitler. Je peux le dire, l'Allemagne a vécu de sombres années jusqu'à ce qu'Hitler arrive au pouvoir en 1933. Il y avait, je crois, 7 millions de chômeurs. Il faut reconnaître qu'avec ses discours, avec ses idées, Hitler fut le premier à redonner de l'espoir. Hitler promettait du travail et du pain. Il fascinait son auditoire en disant qu'il fallait renverser l'ordre établi pour parvenir à la renaissance de l'Allemagne. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Les nazis n'étaient pas les seuls à vouloir renverser le régime parlementaire. Le Parti communiste avait gagné beaucoup d'adhérents dans les villes, à Berlin en particulier. La bourgeoisie était terrifiée à l'idée d'une révolution rouge. J'avais l'impression que nous étions en train de devenir un État communiste, vous voyez? Et à mon avis, c'était une bonne raison pour prendre les armes. Nous avions le sentiment, nous, les jeunes, que nos aînés en avaient assez de la guerre, qu'ils ne voulaient pas se battre, qu'ils acceptaient tout, et nous, les jeunes, nous voulions nous battre. En Allemagne, au début des années 30, la guerre civile menace. Nazis et communistes se battent dans toutes les grandes villes. Les partis démocratiques perdent pied. Tout se passe comme s'il n'y avait plus le choix qu'entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Kapitulieren werden wir nicht! Nous, les jeunes, nous devions choisir entre le communisme et le national-socialisme. C'était le moment ou jamais pour l'Allemagne. Nous étions foutus si les communistes gagnaient. Il restait une seule solution, le national-socialisme. Il fallait essayer. C'est grâce à des élections générales que les nazis arrivèrent au pouvoir. En 1928, le Parti national-socialiste n'était qu'un groupuscule parlementaire. En 1932, il devenait le parti le plus nombreux avec 1/3 des voix. Il était alors à son apogée électoral, mais il n'avait pas la majorité absolue. Dès l'année suivante, il perdait 2 millions de voix. Un marché passé avec les conservateurs empêcha Hitler de disparaître de la scène politique. Chaque camp méprisait l'autre et espérait le dominer. Les conservateurs avaient presque tous les ministères, mais c'est Hitler qui fut nommé chancelier, chef du gouvernement. Et il fit en sorte que son bras droit, Hermann Göring, fut chargé de la police. Les conservateurs croyaient qu'Hitler ne pouvait pas durer.
et qu'on ne devait pas en avoir peur. Eux étaient la classe dirigeante depuis toujours. Eux, ils savaient gouverner, ils connaissaient tout le monde. C'étaient les vrais Allemands. Dans une coalition avec le parti nazi, avec ce Hitler, en 6 mois, il aurait disparu. Et eux garderaient le pouvoir. Les conservateurs avaient sous-estimé Hitler. Un incendie éclata au Reichstag, allumé par un demi-fou, probablement manipulé par les nazis. Hitler déclara que c'était un complot communiste. Il en prit prétexte pour suspendre tous les droits constitutionnels, fit arrêter 5000 communistes et socialistes et décréta l'état d'urgence. La dictature était en place. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal als unbekannter Eiserner diesen Krieg zu beginnen und mich zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Pour asseoir son pouvoir, Hitler eut immédiatement recours à la force. Symbole de sa philosophie, les autodafés de l'île. Les sections d'assaut nazies étaient désormais protégées par la loi. In Berlin, wie in anderen Universitätsstädten Deutschlands, wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Un des exercices favoris des nazis, la persécution des juifs, devint une activité légale. Les Juifs furent chassés du commerce et de l'artisanat et finalement d'Allemagne. Ceux qui restèrent furent envoyés en camp de concentration. Le premier ouvrit ses portes en mars 1933 à Dachau. La devise inscrite sur la porte du camp signifie « Le travail, c'est la liberté ». Joseph Felder, socialiste, avait voté contre Hitler lors du dernier scrutin libre au Reichstag. Il faisait partie de ces quelques milliers d'hommes et de femmes que les nazis avaient repérés avant de parvenir au pouvoir. En même temps que lui, à Dachau, il y avait des écrivains, des élus locaux, des juifs, des syndicalistes, des sociodémocrates, des communistes. Felder fut enchaîné dans une cellule de représailles. On lui apportait à manger tous les 4 jours. Il se souvient d'une de ces journées, c'était la veille de Noël. Le 24 décembre, les gardes viennent à la porte de sa cellule et lui montrent un plat de saucisses avec une salade de pommes de terre. Ce serait un bon dîner avant d'être pendu, dit le chef. Mais tu ne le mérites pas, sale traître. Le chef des gardes lui apporte une corde et lui montre comment se pendre un tuyau au plafond. Je te donne 1 heure, il me dit. Sinon, on reviendra faire le travail nous-mêmes. Il est revenu 2 fois dans la nuit. Il voulait me pousser au suicide. Hitler donna du travail au pays. Essentiellement, il s'agissait de travaux d'utilité publique, comme la construction de routes. Ceux qui travaillaient ne répondaient pas à une simple offre d'emploi, ils appartenaient à un corps de travail obligatoire. Die 6 Jahre vergangen soll ein Riesenwerk zeigen von unserem Willen, unserem Fleiß, unserer Fähigkeit und unserer Entschlusskraft. Deutsche Arbeiter, an das Werk! Hitler avait son vaste programme de construction autoroutière qui avait d'ailleurs un arrière-fond stratégique très net parce que c'était pour pour arriver plus rapidement vers les objectifs militaires. Et il a
mobilisé tout le monde, il a créé les chantiers de jeunesse, genre de chantier de jeunesse, le service de travail, et comme ça, les chômeurs, au moins, étaient nourris. Et ça, c'était la principale raison, à mon avis, de son succès. Le chômage diminua de façon spectaculaire. Hitler savait galvaniser un pays qui avait besoin d'un chef. Il possédait un sens étonnant de ce qui attire les masses, surtout les femmes et les jeunes gens. Günther Ross, qui avait 12 ans à l'époque, se rappelle avoir vu le Führer en chair et en os. Hitler sah mir tief in die Augen. Hitler m'a regardé au fond des yeux. Und dieser Moment, der mich gepackt hat, kann ich Je ne sais pas comment dire ça. schildern. Danach, als er vorbei Après, war, je suis resté là habe ich noch une demi-minute comme eine halbe hypnotisé. Minute wie hypnotisiert gestanden. Und dann ging ich zu meinem J'ai dit à Angehörigen mes proches, und sagte il bloß, m'a regardé au fond des er hat yeux. mich tief in die Augen gesehen. Und das Faszinierende war, dass alle sagten, nein, mir hat er Ils m'ont dit, c'est pas vrai, c'est moi qui l'a regardé. Jeder hat den Eindruck, C'était er hat comme sich un tief cas in den Blick d'hypnose collective. hineinversenkt. Es war eine Massenhypnose. Günther Ross raconte ce grand jour dans son journal. Ce soir-là, toute la famille parle de ce regard d'Hitler comme une expérience religieuse, à la façon de Jésus et de ses disciples il y a 2000 ans. Als Jesus auf der Welt war, Lorsque Jésus a dit à ses disciples, quittez votre maison, quittez votre famille et suivez-moi, c'est exactement ce que je pensais. Hitler, commandant en chef de l'armée, exige un serment de fidélité. En 1935, il révèle que l'Allemagne s'est dotée d'une aviation de guerre et décide la conscription malgré le traité de Versailles. Les Allemands acceptent d'autant mieux le réarmement qu'ils se sentent encerclés par des voisins comme la Pologne et la Tchécoslovaquie, qu'ils disent être réarmés jusqu'aux dents par les soins de la France. Et voilà l'Allemagne au milieu, désarmée, alors que les autres États n'avaient pas tenu leurs promesses de désarmement. C'était évident. Les promesses n'avaient pas été tenues. Ils n'avaient pas désarmé, pas vrai? Alors l'Allemagne était forcée de se réarmer. C'était très simple. La Grande-Bretagne et la France protestèrent contre le réarmement. Mais c'est tout. Bien plus, et ce fut la faute politique la plus grave des Alliés de 14-18, quelques semaines plus tard, la Grande-Bretagne, sans consulter la France, conclut avec l'Allemagne un accord naval. Il lui reconnaissait le droit de se constituer une flotte de guerre complète, du croiseur au sous-marin. Hitler espérait que son accord avec la Grande-Bretagne ferait une percée sur le front politique. Il recherchait un arrangement avec une Grande-Bretagne assez passive pour lui permettre de poursuivre son plan à long terme d'expansion à l'Est. Hitler adorait l'Angleterre. C'est drôle, non? Il aimait tout ce qui était puissant. Il aimait l'Angleterre. Pour lui, c'était le symbole de l'empire qu'il voulait bâtir. Il voulait écraser les Russes. Il espérait que l'Angleterre ne l'en empêcherait pas. Il disait « Je hais les Russes. C'est le danger qui menace le plus l'Europe. L'Angleterre doit toujours être notre amie, ou alors il faut qu'elle devienne notre amie. » Là, il était sincère.
Quant au sentiment d'Hitler à l'égard de la France, ils allaient de la haine au mépris. C'est pour cela qu'il a écrit cette phrase bien connue en 1925 dans Mein Kampf, que l'ennemi mortel et implacable du peuple allemand est et demeure la France. Hitler a sans doute, d'après son livre, considéré la France comme un horrible pays méditerranéen, beaucoup trop métissé et étant en état de décadence. N'oublions pas que cette notion de la décadence venait un peu de la France elle-même. Vous avez eu beaucoup d'écrivains, beaucoup de politologues de l'époque qui parlaient de cette décadence. En même temps, il est certain aussi qu'il préférait l'Angleterre. Probablement parce que l'Angleterre était pour lui une grande puissance mondiale, la France d'ailleurs aussi, mais l'Angleterre était d'origine germanique, à mon avis, dans son mysticisme germanique, ça joue un rôle, et il était convaincu que ces Anglais ne feront pas la guerre contre l'Allemagne. Non sans risque, Hitler s'était lancé dans une vaste entreprise qui consistait à démanteler tout le système de sécurité d'après-guerre. Selon les traités de paix, la Rhénanie était zone démilitarisée. À la demande instante de la France pour empêcher toute invasion, les troupes allemandes n'avaient pas le droit d'y pénétrer. Un samedi matin, en mars 1936, un bataillon entra à Cologne et occupa les deux rives du Rhin. Encore une occasion manquée de stopper Hitler. Ce qu'on ne savait pas, c'est que les troupes avaient l'ordre de faire retraite si les forces françaises, infiniment supérieures, bougeaient. Ni la France, ni l'Angleterre n'intervinrent. Un témoin, Wilhelm Megger, 18 ans à l'époque, allait au mariage de sa sœur quand il aperçut les troupes allemandes sur le pont. Transporté par la musique militaire, le jeune Wilhelm Megger suivit le bataillon en poussant sa bicyclette. J'ai raté le déjeuner et je suis arrivé au café. Alors on m'a demandé « Pourquoi arrives-tu si tard ?» J'ai répondu « J'ai une grande nouvelle. Nos troupes occupent Cologne. C'est une explosion de joie, surtout chez les jeunes. » Alors, d'enthousiasme, nous avons bu un bon coup. En fait, même plusieurs bons coups. 5 mois après la réoccupation de la Rhénanie, l'Allemagne était l'hôte des Jeux Olympiques à Berlin. Le succès de la provocation d'Hitler contre la Grande-Bretagne et la France avait renforcé son prestige intérieur. Quel hommage enivrant de voir les athlètes venus de France, pays qu'il venait d'humilier, faire devant lui le salut olympique que rien ne distingue du salut hitlérien. Les Jeux furent un triomphe de propagande. Un envol de colombes blanches projetait l'image d'une Allemagne en paix avec elle-même et en paix avec le monde. En 1937, Hitler exposa à ses généraux son grand dessein. Il en avait tracé les grandes lignes dans son livre Mein Kampf, écrit en prison, plusieurs années plus tôt. Il leur expliqua que la dénonciation du traité de Versailles n'était qu'un commencement. Son véritable objectif était de conquérir un vaste empire en Europe de l'Est, où la race supérieure allemande réduirait les Slaves, les Polonais, les Russes et les Juifs, bien sûr, en esclavage. Il y a eu 4 étapes. La première étape, c'était la conquête de l'Europe orientale. Et ça voulait dire d'abord l'écrasement de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie. Ensuite, c'est la deuxième étape, il pensait de
faire de l'Allemagne la puissance prépondérante en Europe sur tout le continent. La troisième étape, c'était de conquérir cet espace vital, surtout en URSS. Et la quatrième étape, là, il voulait montrer que l'Allemagne est devenue un empire au niveau mondial. Et cette étape-là était dirigée vers les États-Unis pour vraiment aussi rétablir ou établir un empire maritime. Il semble que quelques généraux en aient conçu une certaine inquiétude. Aucun empire, rétorquait Hitler, n'a jamais été édifié autrement que par la force. La première occasion de s'étendre en Europe centrale se présenta en Autriche, où le parti nazi était très actif. La propagande nazie brodait sur les thèmes de la langue et de la culture commune pour faire de l'agitation en faveur de l'Anschluss, l'union avec la mère patrie, ce qui était expressément interdit par les traités comme tout renforcement de l'Allemagne. Le chef du gouvernement autrichien, le chancelier Schuschnigg, avait demandé à la Grande-Bretagne de garantir l'indépendance de l'Autriche. Quand la Grande-Bretagne refusa, il proposa un plébiscite dont le résultat pouvait être défavorable à l'Anschluss. Hitler ordonna à ses généraux de se préparer à marcher sur Vienne. Mais il avait un doute lancinant. La Grande-Bretagne interviendrait-elle? Joachim von Ribbentrop était à Londres. Le Führer lui envoya en émissaire un jeune nazi autrichien, Reinhard Spitzy. Spitzy fut convoqué à la chancellerie. Hitler me dit, il me faut envoyer un messager à Ribbentrop. Il faut que je sache ce que feraient les Britanniques si j'entre en Autriche. Ce qui est nécessaire, parce que là-bas, c'est le désordre. Et Schuschnigg, demandai-je, il se mit en colère. Schuschnigg a essayé de tricher avec ses élections truquées et son référendum. Je n'en veux pas. Il faut que je sache ce que feraient les Britanniques. Spitzy rentra de Londres avec l'assurance écrite de la main de Ribbentrop que la Grande-Bretagne n'interviendrait pas. Il fit son rapport au Führer. Je suis entré et l'ai salué comme d'habitude. Il me dit « Asseyez-vous et puis lisez-moi ça. » Bien. Alors on peut être sûr que les Britanniques ne feront rien. Notre ambassade de Londres le pense donc aussi. Rien n'arrivera. Tout va bien. Et il ajouta « Eh bien demain, nous entrons en Autriche. » En récompense, Spitzy eut droit à une place dans le cortège quand le Führer rentra dans son pays natal. Hitler était tout ému, dit Spitzy, il en avait presque les larmes aux yeux. C'était sans doute le plus grand moment de sa vie. Une foule énorme accueillit Hitler sur la Heldenplatz, la grande place de Vienne. Le traité de paix avait réduit considérablement l'importance de l'Autriche dans le monde. Beaucoup d'Autrichiens souhaitaient participer à la renaissance nationale allemande. Ingeborg Sweeney, 20 ans à l'époque, fut, comme des milliers d'autres, éblouie par le Führer. Quand il est arrivé, dit-elle, les gens étaient en larmes, d'autres s'évanouissaient. Die alte Ostmark des Deutschen Reiches wird ihrer neuen Aufgabe genauso gerecht werden, wie sie die alte einst gelöst und gemeistert hat. Moi et tous les autres aussi, je crois, nous voyons en Hitler notre sauveur, ou presque. En Autriche, nous avions la vie dure. La vie était triste. Beaucoup de chômage, beaucoup de gens n'avaient rien à manger. Alors c'était vraiment comme si à la dernière minute, Hitler leur avait apporté à manger et du travail. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!
Une autre raison de soutenir Hitler, c'était les Juifs, leur façon de vivre. Ils étaient très très nombreux à Vienne en ces temps-là. D'abord, il y avait leur aspect et leur comportement. Ils avaient l'air si sales avec leurs cheveux longs. C'étaient des étrangers, pas des Viennois en quelque sorte. Mais ils étaient puissants, ils tenaient la banque, tous les commerces, tout appartenait aux Juifs. Comme en Allemagne, les nazis firent fond sur l'antisémitisme viscéral des Autrichiens. Les Juifs autrichiens furent traités avec férocité. En un ou deux jours, les Juifs furent rassemblés dans les rues. Les vieillards comme mon père furent forcés de se mettre à quatre pattes pour gratter la chaussée afin d'effacer les slogans du plébiscite de Schuschnigg. Je l'ai vu de mes yeux vus, mon père à genoux entouré de 30 ou 40 personnes en chemise brune, avec des passants qui criaient « cochon de juif ». Ça a duré 25 minutes. Puis on m'a bousculé pour me faire partir. Naturellement, il y en avait des milliers d'autres qui faisaient la même chose, qui ont été forcés de faire la même chose. Et ça a continué pendant 2 ou 3 interminables journées. Plus tard, le père d'Édouard Harrier est mort de faim dans un camp de concentration. L'annexion de l'Autriche ouvrait la porte à l'objectif suivant, la Tchécoslovaquie. Le traité de Versailles avait laissé 3 millions d'Allemands du côté tchèque de la frontière. Encouragés par l'exemple des Autrichiens, les Allemands des Sudètes faisaient de l'agitation pour revenir dans le Reich allemand. Leur revendication était le prétexte rêvé pour une courte guerre de conquête. Hitler ordonne à ses généraux de préparer une attaque éclair. Les propagandistes nazis alimentent la crise, les actualités cinématographiques allemandes montrent les Allemands des Sudètes persécutés qui s'enfuient vers la mère patrie. Lüge, Verrat und Wortbruch der Tschechen beschwören die Gefahr eines allgemeinen Krieges herauf. Ce que le monde devait appeler la crise de Munich amena l'Europe au bord de la guerre et conduisit le Premier ministre britannique Neville Chamberlain chez Hitler à Berchtesgaden. Hitler voulait un conflit armé. Les Tchèques étaient prêts à se battre avec le soutien britannique et français. Chamberlain était décidé à faire des concessions et à sauver la paix. Mais Hitler se mit tout à coup à douter de l'esprit martial des Allemands. Hitler eut l'idée lumineuse de faire passer une brigade de chars d'assaut, toute une division de chars, par le centre de Berlin. Il aurait voulu une foule enthousiaste, mais il n'y avait personne dans les rues. Quelques pauvres vieilles femmes regardèrent un peu, et puis elles sont parties. Échec complet pour Hitler, qui dit « Avec un peuple comme ça, je ne peux pas faire la guerre ». Ces doutes d'Hitler furent vite dissipés. Cependant, une partie des classes dirigeantes, appréhendant une guerre généralisée, pensait qu'on pouvait renverser Hitler si la Grande-Bretagne et la France lui résistaient. Très tôt, les officiers supérieurs allemands pensaient à des moyens, à des possibilités de se débarrasser de ce dictateur. Ils étaient très gênés par leur éthique militaire et leur devoir d'obéissance. C'était une vieille tradition aussi dans tous nos pays. D'un autre côté, on sait maintenant
que si la France et la Grande-Bretagne étaient intervenues après l'occupation de la Rhénanie par Hitler, l'armée aurait essayé, c'est-à-dire la Reichswehr qui n'était pas encore l'armée, aurait essayé de renverser Hitler. Et je crois que c'était une chance qui était malheureusement perdue pour le monde entier. Hans von Erwarth, attaché d'ambassade à Moscou, faisait alors partie d'un groupe prêt à arrêter Hitler s'il donnait l'ordre d'envahir la Tchécoslovaquie. Seulement, pour cela, ils auraient besoin de convaincre les Britanniques et les Français de résister à Hitler. Malheureusement, tout ce que nous avons pu dire aux Britanniques, à Londres et à Moscou, de même d'ailleurs qu'aux Français, n'a pas réussi à les convaincre. Finalement, à Munich, ils ont tout lâché. La conspiration s'effondra quand Chamberlain et les Français montrèrent une fois de plus qu'ils n'étaient pas prêts à s'opposer à Hitler. Bien au contraire, ils forcèrent les Tchèques à céder la région des Sudètes sans combattre. Hitler mettait la main sur de puissantes défenses de la frontière tchécoslovaque, sur de grandes réserves de charbon et sur 3,5 millions d'Allemands de plus. Reinhard Spitzy revient voir le bâtiment où fut signé l'accord. Hitler n'avait pas gardé un bon souvenir de la conférence de Munich. Il avait le sentiment qu'on lui avait volé sa petite guerre qui aurait écrasé la Tchécoslovaquie. Ce genre de discussion démocratique l'ennuyait. Chamberlain ne l'impressionnait pas. Il avait le sentiment que la Grande-Bretagne allait à la dérive, qu'elle était aux mains des capitalistes, des juifs, des démocrates et des libéraux, qu'il n'y avait plus de sentiment impérial, et que l'Angleterre n'avait ni la force, ni la volonté de défendre énergiquement son empire. Cette feuille de papier, qu'à son retour à Londres brandit triomphalement Chamberlain, semblait promettre une paix durable. Chamberlain et Hitler avaient signé, mais seul Chamberlain l'avait pris au sérieux. Quand Hitler et Ribbentrop sont sortis, je les ai suivis et j'ai écouté ce qu'ils disaient. Ribbentrop était furieux contre ce ridicule bout de papier qu'Hitler avait signé avec Chamberlain. Hitler lui dit « Ne vous inquiétez pas, ce morceau de papier n'a aucune importance. » Aucune importance, vraiment. En mars 1939, Hitler en fit la démonstration. Les troupes allemandes occupèrent le reste de la Tchécoslovaquie. Cette fois-ci, les Allemands n'étaient pas accueillis à bras ouverts, c'était une agression pure et simple et sans provocation. Quand nous sommes entrés à Prague, il m'a dit « Dans quelques semaines, personne n'en parlera plus. » En fait, c'était une façon de parler, mais il croyait vraiment que les Anglais allaient oublier. Il ne s'était pas rendu compte qu'on en était arrivé à un moment crucial. Donc, Hitler conquit la Tchécoslovaquie sans qu'on lui opposât de résistance. Il en résulta un déséquilibre des forces en Europe. Les 30 divisions de l'armée tchèque furent dispersées, ses avions, ses chars, ses armements servirent à équiper la Wehrmacht, au service de qui furent placées les puissantes industries d'armement de Tchécoslovaquie. L'objectif suivant, c'était la Pologne. Un autre prétexte sur mesure, Versailles avait enlevé la ville de Danzig à l'Allemagne et un couloir, le couloir de Danzig, donnait à la Pologne un accès à la mer. Ce couloir isolait la Prusse orientale du reste du Reich. En réalité, c'était secondaire. Ce qui comptait pour Hitler, c'est que la Pologne devait servir de plateforme de lancement à la guerre contre l'Union soviétique.
Pour gagner son espace vital à l'Est, Hitler avait besoin d'une frontière commune avec l'Union soviétique. Il pouvait y arriver si la Pologne accordait à l'armée allemande un droit de passage. Mais il pouvait aussi y arriver par la conquête du pays. Et c'est ce qui s'est passé. Alors il n'aurait plus seulement une frontière commune, mais une base de départ pour lancer son attaque. En Grande-Bretagne, Neville Chamberlain avait fini par se réveiller, brutalement. Convaincu qu'il fallait arrêter Hitler, il décida de garantir l'indépendance de la Pologne. Garantie sans valeur étant donné la distance, faute d'une alliance militaire avec l'Union soviétique. Aussi, au mois d'août, une délégation franco-anglaise se rend en URSS. Le président du Conseil français Daladier avait désigné le général Doumerc à la tête de la délégation française. Du côté anglais, c'était une démarche entreprise à contre-cœur. Hitler piqua une crise quand il apprit que les Français et les Britanniques négociaient avec les Soviets un traité dirigé contre l'Allemagne. Il s'inquiétait. 3 pays contre moi, c'est un peu trop. Il pressa l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou de réagir aussitôt. C'est alors qu'Hitler réussit le plus grand coup, le coup le plus cynique de sa carrière. Il envoie son ministre des Affaires étrangères à Moscou pour négocier avec Staline, alors qu'il avait l'intention d'écraser plus tard l'Union soviétique. Von Herwarth faisait partie de l'équipe Ribbentrop. Ni les Britanniques ni les Français ne pouvaient croire qu'Hitler et Staline allaient s'entendre. Les Britanniques et les Français ne se rendaient pas compte du danger des propositions d'Hitler. Hitler pouvait offrir aux Russes ce qu'il voulait le plus. Il proposa à Staline de lui rendre pratiquement tout ce qu'il avait perdu après la guerre de 14, les États baltes et une partie de la Pologne. Le marché était une merveilleuse aubaine pour Staline. C'était aussi une aubaine pour Hitler. Avec Staline dans le camp nazi, la Pologne était isolée et effectivement impossible à défendre. Mit Gewalt und Rechtsbetrug sollen zuerst einmal die Volksdeutschen aus dem polnischen Staatsgebiet verjagt werden. In ständig wachsender Zahl flüchten sie vor dem polnischen Terror in den Schutz des Reiches. La propagande nazie fabriqua l'alibi rituel. Les actualités cinématographiques montraient les familles allemandes chassées de chez elles en Pologne, prétexte classique à une guerre dite de libération. In treuer Verbundenheit mit unseren Brüdern im Osten steht ganz Deutschland in Bereitschaft. Hitler passa la plus grande partie de l'été à Berchtesgaden, sa maison de campagne. Son ambassade à Londres l'avait prévenu que les Anglais feraient la guerre pour la Pologne. Hitler n'en tint pas compte. Il était décidé à en prendre le risque. Il dit à ses généraux que les dirigeants occidentaux reculeraient. « Je les ai vus à Munich, dit-il, nos adversaires sont des vermisseaux. » Hitler ne changea pas d'avis. La Grande-Bretagne nous fera tous les ennuis possibles, pensait-il, sauf la guerre. Hitler lui-même dit que la guerre a commencé à Gliwice, petite ville à la frontière germano-polonaise. Pour prouver que les Polonais avaient tiré les premiers, une unité de SS monta une attaque bidon contre un émetteur radio allemand. Comme preuve, ils laissèrent sur place des corps vêtus de l'uniforme polonais. En vérité, c'étaient des prisonniers extraits de camps de concentration d'Oranienburg. Aussi, le lendemain, Hitler put-il proclamer dans un discours au Reichstag qu'une agression polonaise avait provoqué la guerre. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
À l'aube du 1er septembre, Hitler lança sa Blitzkrieg, sa guerre éclair, à partir de positions préparées à l'avance le long de la frontière. Ce devait être une guerre rapide, facile, localisée. Une guerre localisée pour récupérer d'anciens territoires allemands. Personne ne croyait que la Grande-Bretagne et la France interviendraient. Nous avions une confiance totale dans le génie du Führer, qui avait toujours proclamé son amour de la paix. Nous étions convaincus aussi qu'ancien combattant de la Première Guerre, le Führer n'engagerait jamais une guerre, surtout sur deux fronts. Le 3 septembre, à 9 h du matin, l'ambassadeur britannique à Berlin, Sir Neville Henderson, vint apporter l'ultimatum anglais à l'Allemagne. Il fut reçu par l'interprète principal d'Hitler, Paul Schmidt. Il m'a lu le document, c'était un ultimatum, à partir de la phrase « À moins que le gouvernement allemand ne déclare qu'il est prêt à retirer ses troupes jusqu'à la frontière germano-polonaise, et à moins qu'il n'annonce dans les 2 heures qu'il est prêt à le faire, il y aura un état de guerre entre le gouvernement de Sa Majesté et le gouvernement allemand. » Adolf Hitler était dans son bureau à la chancellerie du Reich. Schmidt s'y précipita. Je suis entré directement dans le bureau d'Hitler. Il était avec son ministre des Affaires étrangères, Ribbentrop. Je leur ai traduit l'ultimatum, et quand je suis arrivé à la dernière phrase, ils l'entendirent dans un silence total. Nous étions dans son bureau immense, le bureau le plus grand qui existait à l'époque en Allemagne. Ça y était. Ils en avaient le souffle coupé. Ils ne s'attendaient pas à ça. Hitler demanda à Ribbentrop, « Et maintenant ?» Ribbentrop répondit, « Je suppose que l'ultimatum de la France va nous arriver dans l'heure qui suit. » Les témoins de l'époque se souviennent que l'homme de la rue en Allemagne était abasourdi, bouleversé par cette extension du conflit. Il avait pris l'habitude des guerres gagnées sans combat par Hitler. Il était prêt, au pire, à une guerre courte, relativement indolore. Toujours fidèle à Hitler, le jeune Ross a noté précisément ses émotions et ses réflexions dans son journal personnel, qu'il a soigneusement conservé depuis la fin de la guerre. Les porcs. Nous étions foudrage, stupéfaits qu'ils osent se mêler d'affaires purement allemandes. Et stupéfaits aussi qu'ils osent nous empêcher de recréer l'ancien Reich allemand. Auf seiner Fahrt an die Front vor Warschau begrüßt der Führer seine Leibstandarte, die sich bei den harten Kämpfen in Polen glänzend geschlagen hat. La défaite de la Pologne donna à Hitler sa frontière commune avec l'URSS. Il avait fait la guerre, mais pas tout à fait la guerre qu'il aurait voulu. Il avait mal jugé le caractère de la Grande-Bretagne et de la France. Son plan avait échoué. Avant d'entreprendre la grande conquête de l'Est, il devait se débarrasser de la France et de la Grande-Bretagne. C'était ça ou entraîner l'Allemagne dans une guerre prolongée sur deux fronts.